Et au fond, l'autorité crée le désordre, très souvent, parce qu'elle clive et parce que c'est marche ou crève. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral. Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Aucun média en France ne ment. Salut les amis, c'est Valorant pour le Crayon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel œil pour œil. Je suis aujourd'hui avec Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez ce roman, et plus que ce roman, je dirais même cette aventure. C'est un récit où vous revenez sur les traces de Montaigne, parce que Montaigne l'avait lui-même fait dans sa vie, et vous partez du coup de Bordeaux pour aller à Rome, et vous partez à cheval. Déjà, pourquoi le cheval? Pourquoi pas avoir pris une voiture, un vélo ou d'autres moyens? Comme c'est bien expliqué dans le livre, mon objectif était de refaire la traversée de Montaigne à travers l'Europe en 1580. Il est parti de chez lui en Gascogne, Saint-Michel-de-Montaigne. Il se laissait une grande marge de manœuvre pour faire des détours, revenir sur ses pas, s'arrêter une semaine ou deux dans un endroit qui lui plaît, où il est bien reçu, où il est invité, ou au contraire, où il sent qu'il y a une tension et qu'il a envie d'explorer davantage. C'est un voyage lent, un voyage qui va dans la profondeur des territoires. Le but n'est pas de rejoindre sa destination à toute balle, mais au contraire de prendre le temps. Et le cheval vous fait voir le monde différemment. D'abord parce que vous êtes toujours dans le pétrin, ensuite parce que vous ne pouvez rien bien organiser, parce qu'il y a toujours un chemin qui ne passe pas, parce que vous ne pouvez pas vraiment préparer vos étapes, parce qu'il faut parler aux gens, parler aux habitants pour trouver un gîte, un couvert ou un coup de main quand on a un bout de matériel qui s'est barré ou qu'on a un problème vétérinaire ou qu'on a toujours mille soucis. Et c'est justement un des sujets, c'est surtout l'hospitalité, donc qui revient beaucoup comme une trame de fond. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est peut-être comment cette hospitalité est en décalage avec ce qu'on dit aussi du monde moderne, souvent des grandes villes. Mais le cheval introduit un décalage et quand même provoque une certaine sympathie naturelle qui fait que les gens viennent naturellement vous parler et au fond vous tirez d'eux un peu ce qu'ils ont de meilleur. Ils sont intrigués, ils sont amusés. Ils sont souvent extrêmement serviables et prêts à aider, et ça, c'est assez extraordinaire de le constater. En fait, c'est des vieux réflexes anthropologiques, et la nature humaine, elle n'a pas changé depuis les Grecs, et certainement pas depuis Montaigne, ça qui est aussi beau à voir. Il suffit de le susciter, de trouver une astuce, un stratagème, en l'occurrence, c'est le cheval, pour exciter ce vieux réflexe humain. Et c'est donc très réjouissant parce que j'ai traversé l'Allemagne et l'Italie aussi, mais la France, ça a duré 2 mois et demi, 3 mois, sans regarder les nouvelles, les infos. J'ai constaté à mon retour que les journaux avaient parlé tout l'été de l'insécurité, du déclin de la France, que le pays était à feu et à sang. Moi, j'ai traversé... C'est parce que vous en avez vu? J'ai eu beaucoup de chance, mais enfin, en tout cas, j'ai traversé un pays accueillant, généreux, pauvre et dur parfois. Mais quelque part stable. Ça dépend, les médias mettent le projecteur sur certains événements, certains incidents, et c'est facile de faire monter des thèmes en épingle. Mais sur ces médias, est-ce que c'est pas aussi une question des systèmes de pensée aujourd'hui qui sont montés en épingle, notamment par les algorithmes de réseaux sociaux, c'était le sujet de votre dernier livre. Est-ce que ces systèmes de pensée aujourd'hui, on va dire, dominent le champ des discussions quotidiennes en fait? Quelque part, encore une fois, c'est un vieux sujet. Alors évidemment, il est exacerbé par la technologie, par les réseaux sociaux. Mais c'est un vieux sujet. D'ailleurs, il y a un passage assez drôle dans Montaigne où il dit que c'est quelque chose qui l'énerve beaucoup, c'est les gens qui décachettent les lettres dès qu'on les leur apporte au mépris de la conversation qu'ils ont avec leurs compagnons. Ce qui est évidemment le tout début de la sollicitation du message de notification du portable qui est posé sur la table et où votre interlocuteur a toujours quelque chose de mieux à faire que de vous parler. Moi, j'avais toujours mon portable dans la poche en silencieux quand je déjeune avec quelqu'un. C'est quand même la moindre des choses de consacrer 1 heure ou 1 heure et demie de temps de cerveau à une seule personne, une seule conversation, un seul sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà, en fait, des thèmes qui étaient présents à l'époque de Montaigne et que donc, ce sont des vieilles questions qui reviennent. Qu'en effet, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai quitté Twitter, parce que quand j'ai compris et quand j'ai été voir les gens qui font Twitter, les gens qui font les plateformes dans la Silicon Valley, à quel point j'étais non pas un individu libre qui fait ses choix et qui like ce qu'il aime, mais une sorte de rat dans un labyrinthe dont le parcours était déjà programmé par des algorithmes très puissants qui anticipent exactement ce que je vais aimer, ce que je vais répondre
et comment susciter mon attention, puisque l'attention, c'est leur matière première, c'est ça qui produit de la data, et cette data, c'est ça qui produit de la valeur. Et donc, c'est le business model aujourd'hui des réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'ils sont si biaisés et qu'ils provoquent cette radicalité. Parce qu'il y a peut-être un dévoiement dans le podcast que tu avais fait avec Mathieu Stéphanie. Tu parlais du fait que Twitter était à la base là pour qu'on gazouille, pour qu'on interjecte sur des choses et d'autres sans que ça ait plus de conséquences que ça. Et tu différenciais ça de l'article, de l'essai et du roman. Dans ce cas-là, pourquoi ça a été dévoyé ? Pourquoi c'est pris trop au sérieux ? C'est vrai qu'on y accorde beaucoup trop d'importance. Et alors du coup, les tweets officiels deviennent des véritables communiqués de presse. Et les gens sont poursuivis pour ce qu'ils postent sur ces plateformes. Et c'est pour ça que je les utilise plus. Parce que si on ne peut pas gazouiller et que tout ce qu'on dit est pris très au sérieux, à ce moment, on ne peut écrire que des choses très sérieuses. Et donc autant écrire des articles et des livres, puisque ça ne sert plus à rien en fait. Toutes ces questions autour justement du principe libéral qui est parfois mal compris, notamment en France, est-ce que c'est pas aussi l'ordre naturel des choses qui ont provoqué ces comportements-là sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est pas finalement la liberté de tous les individus qui ont provoqué ce dévoiement des réseaux sociaux ? Oui, mais c'est du coup aussi ma liberté de ne pas y être. Et il y avait Bien sûr. un acteur très connu dont je ne citerai pas le nom qui m'envoie un message, c'était au moment de la crise sanitaire, et j'avais un article contestant les principes du confinement. Et donc cet acteur me dit « Oh, mais quel courage, comment fais-tu pour supporter la meute des woke et tout ça ?» Et je lui ai dit, mais moi j'ai un moyen hyper simple, c'est que j'ai pas Twitter, et du coup je dis ce que je veux. Et je me sens très libre, parce que globalement, à part 1 ou 2 mails pénibles, j'ai pas de retour immédiat, j'ai pas de résonance immédiate. J'écris mon truc, et puis après je fais autre chose, et puis voilà. Et la donc, haine en ligne, ça... c'est que en ligne, c'est ça ? Comment ? La haine en ligne, c'est que en ligne ? Mais c'est ça, et donc chacun doit être capable de simplement se déconnecter. Enfin, il faut quand même ne pas oublier de dire aux gens qu'il y a une solution extrêmement simple, qui consiste à s'en aller, tout simplement. Et ça donne une grande liberté, en fait, de s'en détacher, parce que du coup, on retrouve une liberté de ton, une liberté de lecture aussi, une capacité à écouter des choses qui auparavant nous auraient irrités, puis on aurait immédiatement posté son irritation en ayant juste lu le titre et pas regardé peut-être le détail de l'argumentation, qui fait que moi-même, je me sens beaucoup plus mobile dans mes amitiés, dans mes préférences, dans mes lectures. La question sur les systèmes de pensée que je me pose souvent, c'est... on peut voir qu'il y en a d'autres qui ont des systèmes de pensée extrêmement complets, comme vous. On peut prendre l'exemple de Juan Branco, de Michel Onfray, d'Éric Zemmour, par exemple, qui va peut-être basculer parce qu'il devient politique. Mais est-ce que ces systèmes de pensée, ils ont aussi une forme d'abstraction et de déconnexion du réel, parce que le réel sera toujours beaucoup plus chaotique ? Oui, c'est une bonne question. D'abord, ces systèmes de pensée sont vraiment nécessaires parce que vous citiez des gens qui sont... connus dans le débat public et qui alimentent le débat politique, et c'est pas un hasard parce que la population a besoin de systèmes. Et Hayek disait d'ailleurs, nous avons besoin d'une utopie libérale. Nous avons besoin aussi, nous, d'un système qui fasse un peu rêver, où on a un peu une réponse à tout, un cadre de pensée. Parmi tous ces systèmes, le libéralisme est quand même celui qui le plus a un système parce qu'il a une vision globale du rapport entre l'individu et l'État, entre l'individu et le collectif. Mais, disons, ne propose pas d'objectifs extrêmement précis. Il dit le but du jeu, c'est que les gens puissent eux-mêmes, en fait, trouver des solutions. Nozick a cette expression d'utopie des utopies, en disant le but, c'est qu'on arrive à former un cadre dans lequel chacun peut expérimenter sa propre utopie. Et donc, le libéral, par essence, se méfie de plaquer un système de pensée extrêmement précis sur le réel. Il y a des grandes lignes qu'il essaye de promouvoir. Ensuite, le but du jeu, c'est que la société soit aussi diverse que possible et qu'elle évolue sur le principe de l'ordre spontané. Mais dans cette grille libérale, vous parliez de CNews en début d'émission, il y a aussi une grosse critique qui émane et qui est en train de monter en France sur le manque d'autorité et le manque d'ordre, et parfois même de verticalité, qui sont des choses qui s'opposent fondamentalement au libéralisme. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on manque justement de cette autorité, de cet ordre ? J'ai le sentiment que c'est encore un pays qui a une bonne tradition de verticalité. La manière dont le pouvoir central s'exerce est encore très vertical. Et je pense que là, on confond deux concepts, l'ordre et l'autorité. Et c'est très, très sain de vouloir l'ordre dans une société. Mais est-ce que l'ordre doit venir d'en haut, et donc d'une autorité qui l'impose ? Et les gens qui recherchent l'ordre aujourd'hui, on leur mettrait un militaire au pouvoir, donc 15 jours après, ils seraient dans la rue. On dirait « Ah non, je ne suis pas du tout d'accord, moi j'ai pas signé pour ça, je veux pas ça, je conteste. » Et au fond, l'autorité crée le désordre, très souvent, parce qu'elle clive,
et parce que c'est marche ou crève. Donc soit on suit, soit on se rebelle. Et on le voit avec le pass sanitaire. L'autorité pour établir la vaccination générale, qu'est-ce qu'elle provoque ? Elle provoque une désobéissance civique majeure. Vous êtes plutôt contre ? Et c'est pour cette raison que je suis contre. Je suis évidemment pour la vaccination, je suis pour qu'on incite les gens à se vacciner, je suis pour la pédagogie, etc. Mais je trouve que cette contrainte est disproportionnée et qu'elle va créer une fissure, une scission, des problèmes sociaux majeurs. En revanche, l'ordre, le vrai ordre, c'est l'ordre spontané. C'est l'ordre qui naît de lui-même, peu à peu. Et ça vaut pour l'urbanisme, comme pour l'art, comme pour la pensée, comme pour la société. Et donc, bien sûr qu'il faut donner un cadre, bien sûr qu'il faut veiller à ce que les gens ne se nuisent pas les uns les autres. Mais est-ce que finalement l'ordre le plus stable ne vient pas des décisions que les gens prennent ensemble sur le terrain, le plus localement possible, pour se construire des communautés, un avenir commun ? Je change un peu de sujet, mais il y a un point qui m'a énormément intéressé chez vous, c'est l'opposition à laquelle vous vous mettez par rapport à la lutte contre les inégalités, et vous préférez parler de lutte contre la pauvreté. Pourquoi aujourd'hui on ne parle plus que de lutte contre les inégalités, et j'entends presque plus parler en France de lutte contre la pauvreté ? D'abord, il y a quand même un problème aujourd'hui d'accroissement des inégalités qui est vraiment lié à un point spécifique, qui est la politique monétaire, qui est là vraiment arbitraire, puisque c'est détaché de tout pouvoir politique. Qui fait flamber les actifs. Et qui fait flamber les actifs. Et là, on le voit, mais on le voit très concrètement, que ceux qui ont déjà du capital, ils gagnent, et que ceux qui ont simplement des revenus stagnent. Dans un cadre où la concurrence est régulée et où l'égalité des chances est assurée, ce qui est loin d'être le cas, imaginons. Du coup, la question n'est plus tellement de lutter contre les inégalités qui émergent de cette libre concurrence et de ce libre entrepreneuriat, mais plutôt d'éradiquer la pauvreté, qui reste un sujet, je pense, important pour n'importe quel philosophe politique. J'ai jamais lu d'auteur, sauf vraiment 2-3 illuminés libertariens, qui considèrent que les pauvres, les démunis, il faut les laisser dans la rue, leur donner un coup de pied dans le derrière pour qu'ils montent une start-up. Adam Smith est le premier à vouloir, dans la théorie des sentiments moraux notamment, aider les plus pauvres. Enfin, c'est quand même quasiment la base, je dirais, du désir, mais même du désir politique en général. Qui veut se lancer dans la vie de la cité sans vouloir aider les plus faibles ? Sinon, ça ne sert à rien. Si on veut aider les plus forts, il faut faire un autre métier. Donc, c'est, je pense, à l'origine de toute philosophie, de toute réflexion politique. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on aide les plus pauvres. Et c'est là que le revenu universel propose une solution libérale, parce que non paternaliste. En disant, on ne les aide pas en les mettant dans tel sillon, en disant je te donne le RSA à condition que tu cherches un emploi, à condition que tu restes dans ce département, à condition que tu ne te mettes pas en couple, et sinon je baisse ton RSA. Enfin, il y a toutes sortes de critères liés au RSA et de formulaires extrêmement intrusifs, compliqués à remplir, qui expliquent d'ailleurs le non-recours, les procès pour indus, toutes sortes de choses absolument terrifiantes générées par la bureaucratie sociale. Et donc, la formule du revenu universel, c'est ce qu'il écrit noir sur blanc dans la justice agraire. Je me fiche que certains deviennent très riches du moment que personne ne devient pauvre en conséquence. Et c'est ça la formule magique. Donc, vous donnez assez aux gens pour qu'ils se sentent autonomes, qu'ils créent leur propre valeur. Et je dirais que l'idéal ultime du revenu universel, c'est celui qui est décrit par le philosophe belge Philippe Van Parijs, qui le but n'est pas d'éliminer les inégalités, mais d'éliminer l'idée d'inégalité. C'est-à-dire que quand vous avez assez, on en est très très loin, même dans les formules qu'on propose nous maintenant, mais en imaginant que ce revenu soit suffisant pour pouvoir vraiment faire ses choix de vie en toute autonomie, à ce moment-là, je n'ai plus de raison de me comparer à quelqu'un d'autre, surtout sur une échelle de valeur aussi plate qu'est celle de l'argent. Et donc si j'ai le sentiment d'être accompli dans mon existence, je ne considérerais pas que le plus riche est supérieur ou inégal. Simplement, il vit différemment, selon d'autres valeurs. Et donc, comme chacun peut définir son propre champ de valeurs, ces valeurs deviennent hétérogènes les unes aux autres. Il n'y a plus une échelle commune. Et donc, s'il faut rêver, le but du revenu universel, c'est de construire un monde envy-free, sans envie, sans ressentiment, sans jalousie, y compris avec de l'inégalité, si on la mesure de manière très, très plate par le PIB par individu. Et c'est quelque chose que je pense chacun peut ressentir pour soi. Quand vous avez le sentiment de faire ce que vous avez envie de faire dans la vie, vous vous fichez qu'il y ait des milliardaires à côté. C'est pas votre sujet. Puis c'est très sympathique s'ils vous invitent une fois de temps en temps. Et voilà. Non, mais je comprends très bien. Mais j'ai deux questions qui finalement convergent peut-être vers la même logique. C'est
Que se passe-t-il si du coup tout le monde décide que la vie qu'ils veulent mener est une vie hédoniste et sans, on va dire, travail capitalistique ou rémunérateur, parce qu'il y aurait peut-être plus d'argent à distribuer. Et donc du coup, est-ce que le fait de tuer l'envie, de tuer la jalousie, va pas aussi réduire peut-être le progrès, réduire aussi l'innovation, réduire la charge que l'être humain a en lui de vouloir faire mieux que son voisin, qui le pousse également aussi à accomplir des choses magnifiques dans l'humanité. Je vais pas dire que aller sur la Lune, c'était pour faire un doigt d'honneur aux Russes, mais peut-être que c'est ça qui a motivé aussi les Américains d'y aller aussitôt. Ce qui est intéressant dans les expériences de Guy Standing, c'est qu'on voit que, et dans à peu près toutes les expériences qui ont été faites sur le revenu universel, c'est qu'on voit que le taux d'entrepreneuriat augmente toujours. C'est-à-dire que vous donnez aux gens une stabilité qui fait que, au lieu de chercher à faire un petit boulot pour juste joindre les fins de mois, Travail alimentaire. voilà, eh bien, ils vont se projeter, et quand ils se projettent, eh ben, ils essayent de construire quelque chose. Et ça, c'est encore une fois un pari sur la nature humaine. Je ne pense pas que tout le monde devienne moisif. De toute façon, si tout le monde devient moisif, il n'y aura plus de revenu universel parce qu'on ne pourra plus le financer, puis donc les gens se remettront à travailler. Donc c'est quelque chose qui, quelque part, a son propre équilibre. Dans la formule qu'on propose, plus moins l'économie progresse, plus le taux d'impôt pour financer le revenu universel augmente, et donc à un moment donné, le truc ne marche plus. À l'inverse, plus l'économie est dynamique, plus bien sûr le taux d'impôt baisse ou le montant du revenu augmente. Enfin, ces choses-là sont totalement mécaniques. Qu'il y ait une frange de l'humanité qui vive dans l'oisiveté ne me dérange pas. Ça peut même donner des choses très créatives et au fond très propices aussi au bien commun, on ne sait pas. Moi, ce qui m'effraie, c'est une société utilitariste où chacun doit absolument fournir son dû à la collectivité, parce qu'au fond, ça peut être extrêmement capitaliste, mais c'est la même chose que le communisme. Il faut travailler pour le collectif. Et donc, je ne pense pas que l'envie soit le moteur de l'innovation. Je pense que l'expérience nous prouve plutôt le contraire. Et en plus, c'est un pari qui ne coûterait pas grand-chose à faire et dont on verrait vite les effets. Et à l'inverse, je pense que la situation actuelle freine beaucoup l'innovation parce que les gens sont inhibés de créer parce qu'ils ont peur du lendemain. Très bien. C'est les deux questions par lesquelles on termine toutes nos interviews. Quelle est la personne que vous aimeriez voir dans un échange comme celui-ci sur le crayon ? On a édité un livre d'un universitaire qui s'appelle Claude Gamel, qui a écrit Le libéralisme soutenable, qui essaye une synthèse assez périlleuse entre Hayek et Rawls, et qui justement développe des thèmes comme le revenu universel, et qui, sur la base d'une philosophie libérale, alors là pour le coup très 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 soutenue sur le plan des principes et des grands textes, propose un modèle assez innovant, et en plus, comme c'est un économiste applicable, parce que ensuite il est à la fois philosophe et expert pour le coup, donc c'est un mélange vraiment intéressant. Claude Gamel, très très intéressant. J'irai faire mes recherches. Et la dernière question, c'est y a-t-il un credo, une citation ou même une punchline, comme on dit, de vous ou de quelqu'un d'autre que vous aimeriez que les gens gardent à l'esprit pour leur vie ? Vivre et laisser vivre. Merci beaucoup Gaspard Koenig. Merci d'avoir accepté notre invitation et j'espère que ça vous aura intéressé à nous regarder et que ça vous aura fait réfléchir sur beaucoup de sujets. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter la vidéo, à trouver Notre Vagabond de Liberté, le dernier livre d'aventure de Gaspard Koenig. On se retrouve très bientôt pour le crayon. C'était Valent. Ciao.